Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Punk, on est sur le samedi matin de Toujours 1968. samedi matin. Excellent. Exactement. Et on a eu là jusqu'à présent pas mal de passages qui étaient surtout orientés vers l'hypnose. Et là, on va aller un petit peu plus sur la phase de tout ce qui est cycle biologique et régénération. Donc, le corps humain semble fonctionner par cycles, notamment des cycles de 7 ans qui marquent des changements physiologiques importants. Cycle de 7 ans, des cycles dans le cycle. Le premier cycle de 7 ans est marqué par la chute des dents de lait. Le deuxième cycle, vers 14 ans, est marqué par le changement de voix chez les garçons et le rythme mensuel chez les filles, indiquant l'évolution de l'alpha. Le pic de ces cycles est 49 ans, 7 x 7, associé à la ménopause et au changement de vie. Est-ce que ça, tu avais régulièrement José qui parlait de ces cycles-là? Est-ce que c'est un discours qu'il avait régulièrement, toi, quand tu l'as connu? Dans mes cours avancés, si, quand même, oui. Il aimait beaucoup l'idée que la nature, c'était bien structuré. Donc déjà, lui, il a fait attention que les cycles de fréquence cérébrale étaient justement jusqu'à 7, et puis 14, et puis 21, pendant que souvent, tu vois de 8 à 12, par exemple. Pendant que lui, il a insisté de 7 à 14, comme ça, c'est un cycle de 8, c'est une octave. Alors, je vais aller un peu plus sur ce qu'il a dit à ce niveau-là. Donc, le concept des cycles de 7 ans est abordé comme une observation des lois naturelles régissant l'évolution et le fonctionnement du corps humain. Donc, c'est ce que je viens de dire, Lee. José Silva suggère que des changements significatifs se produisent environ tous les 7 ans dans le corps humain. Voici le détail du concept. Cycle au sein d'un cycle, le locuteur explique qu'il existe un cycle au sein du cycle, où chaque système a son propre cycle. Le cycle de 7 ans est présenté comme une observation de cette dynamique. Évolution du cerveau et changement corporel. Donc, premier cycle, environ 7 ans. Un signe de l'évolution du cerveau dans les régions delta, theta est complète pour le reste de la vie et la chute des dents de lait. Deuxième cycle, environ 14 ans. Vers 14 ans, d'autres changements majeurs se produisent comme la mue de la voix chez les garçons et l'établissement du rythme menstruel chez les filles. Cela suggère que la partie alpha du cerveau est alors pleinement développée. Le corps se prépare, le corps semble se préparer à un nouveau cycle de 7 ans en ajustant ses structures. Pic du cycle, donc les 7 x 7, est observé à 49 ans, souvent associé à la ménopause et aux changements similaires chez les hommes, bien que moins visibles. Après ce pic, le processus catabolique, moins de cellules produites que mourantes, commence à prédominer, succédant au processus anabolique, gain de cellules. Loi de la nature et objectif, ces cycles sont considérés comme une loi de la nature, donc on revient sur la notion dont Lee vient de nous parler, ou du créateur sur la durée de vie. Donc, on revient à nouveau sur le concept créateur dont il aime beaucoup en parler. L'objectif n'est pas d'étendre la vie indéfiniment, mais de maximiser chaque cycle afin que le corps puisse fonctionner de manière optimale et mourir en parfaite santé lorsque le cycle est complet, plutôt qu'à cause de la maladie et de la défaillance d'un organe. L'intervenant souligne l'importance d'éviter qu'un seul organe défaillant n'entraîne la destruction de l'ensemble du corps qui pourrait par ailleurs être neuf, entre guillemets. Ça, c'est hyper intéressant, cette volonté qu'il avait de maintenir et garder une bonne santé jusqu'à la fin de la vie et d'optimiser les cycles de vie. Je trouve que c'est assez sympa parce que c'est assez connu, assez classique, ce principe des cycles en 7 ans. Et c'est vrai que avoir cette intention de se dire la méthode Silva peut permettre à tout à chacun d'optimiser la qualité de la vie que l'on a par cycle de 7 ans, c'est bien, ça peut donner des objectifs, on va dire, de vie et de se dire, tiens, je maintiens au maximum la bonne santé de mon corps et de mon esprit à ce moment-là. Donc, ça implique, une fois qu'on entre dans la partie du cycle qu'on appelle anabolique, ce que j'avais jamais entendu parler avant, métabolique, oui, mais anabolique, ok. Et ça implique que si on reste quand même en bonne santé, il n'y a pas de maladie ou de blessures, etc., on devrait pouvoir vivre jusqu'à 98.
Oui, oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'idée, oui, ça revient un petit peu, tu sais, à la quête des taoïstes. Les taoïstes ont beaucoup cette quête alors eux, ils appellent ça l'éternité, mais la réalité, c'était pareil, de vieillir très bien et de pouvoir vivre en parfaite santé en fonction de l'âge que tu as, mais en tout cas, avoir les meilleures options de vie pour avoir une vie qui est correcte. Donc, c'est vrai que cette idée de vivre longtemps en bonne santé, c'est vraiment quelque chose qui est un des objectifs de fond de la méthode. Potentiel de réenclenchement des cycles. Il est suggéré qu'il pourrait être possible de redéclencher des cycles en remontant le temps par régression d'âge, comme pour développer une nouvelle série de dents. Alors, euh, vous vous souvenez, on en a parlé, ce principe Oui. d'exploiter la régression pour obtenir un feedback physiologique, biologique. Maintenant, on sait très bien quand même que les régressions ont leurs limites. J'ai jamais vu de personne refaire tomber leurs dents pour avoir à nouveau des dents. Mais l'idée qu'il a, je pense que c'est vraiment de se dire, on peut, comme je vous avais donné l'exemple de Michael Preston, qui conseillait au niveau de la vue de travailler comme si on avait la vue de quelqu'un de 25-27 ans pour, quand on a une bonne vue en l'occurrence, pour faire en sorte que l'œil retrouve, au travers d'un élément régressif dans une transe, un état potentiellement positif. Alors, est-ce que après c'est juste l'autosuggestion qui fonctionne ou réellement biologiquement quelque chose qui se passe? À vérifier. Un exemple est donné d'un homme de 70 ans qui aurait développé une troisième série de dents en se concentrant mentalement. Bon, ça, je ne sais pas la qualité de l'information, mais bon. Oui. Et d'une femme de 93 qui développerait également une troisième série de dents, bien qu'elle soit mentionnée, de bourgeons dentaires doivent être présents dès la naissance pour qu'une troisième série se développe naturellement. Le conférencier exprime un grand intérêt à enquêter sur de tels cas. OK. Donc là, on voit C'est qu'on... intéressant de demander à Brice s'il connaît des histoires comme ça. Ouais, ça peut être super intéressant. Ouais, tiens, c'est une question. Bah, je lui poserai. Là, on voit que dans les cours avancés, il y a un côté où la volonté d'aller un peu plus loin que ce qu'on a en base et aussi ouvrir sur des potentiels humains pour que les gens expérimentent, parce que c'est toujours la même chose. L'idée, c'est est-ce que nous, on pourrait y arriver? Est-ce qu'il y aurait du feedback au travers de ça? On sait par exemple que Simonton a beaucoup utilisé la méthode Silva pour aider des personnes qui étaient en phase terminale du cancer à vivre des années de plus et des années de qualité de plus. Donc, ce qui, à la base, devait biologiquement être une fin, parce que les gens étaient métastasés, parce que plein de choses, il y a eu des retours intéressants. Donc, je pense que quand vous nous entendez parler de ça, alors après, moi, vous savez que je doute beaucoup de plein de choses, donc je suis plutôt on n'a qu'à tester. On teste et on verra. Est-ce qu'un jour, on arrivera à faire un truc particulier, genre avoir des nouvelles dents ou je ne sais pas quoi, ou refaire fonctionner quelque chose qui ne fonctionnait plus, etc. Ça, c'est l'expérience qui peut nous donner. Alors après, bien sûr, ça reste une expérience qui nous est personnelle. C'est pas parce que moi, je parviens à faire quelque chose en utilisant le système de la méthode que pour autant, tout le monde le fera et aura les mêmes retours. D'ailleurs, ça, c'est un des points intéressants. Chacun vit subjectivement, mais aussi objectivement, les choses de façon différente. Ouais. Et la méthode, elle te donne une orientation, mais tout le monde n'a pas le même type de résultat. Oui, et je crois que récemment, on commence à vraiment dire qu'il y a ça de plus en plus. Parce que quand on parle, les mots sont objectifs, mais on ne sait jamais ce qui se passe vraiment subjectivement à quelqu'un. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de neurodiversité. Et que nous, on croit que tout le monde pense comme nous, mais en fait, c'est très, très différent ce qu'on examine. Exactement. N'oubliez pas, le feedback qu'on a, nous, on le voit parfois d'un côté objectif, et peut-être que la personne, elle ne vit pas du tout l'expérience de la même façon. Donc, c'est intéressant de voir. Maintenant, si on a vraiment des feedbacks biologiques intéressants, c'est là où c'est toujours cool
de pouvoir le partager au groupe, soit des hypnos, soit Sylva, de dire, bah tiens, moi j'ai eu ces cas-là. Mais en général, on parle de cas. On ne parle pas de tout le monde peut le faire et ça sera, je pense, jamais le cas d'un de vos instructeurs qui vous dira ça se passera, il y aura telle ou telle chose. Là, dans ce que José partage, c'est des cas, justement. Une dame de 93 ans, un monsieur de 78. C'est des exceptions, mais qui sont intéressantes parce que ça part du postulat de est-ce qu'on peut faire, on va utiliser un mot très PNL, mais est-ce qu'on peut modéliser les exceptions? Est-ce qu'on peut modéliser le fait que des personnes qui, logiquement, ne pouvaient plus avoir ou faire telle ou telle chose, avec un travail sur la visualisation, un travail en alpha, un travail sur tous les outils que vous connaissez, est-ce qu'on pourrait avoir le même type de retour? Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéressait la PNL, c'est ça qui intéresse l'hypnose, c'est ça qui intéresse la méthode Sylva, et là on le voit bien avec José. Alors, donc on revient un peu sur la régénération. Il suggère donc que l'on pourrait redéclencher des cycles par la régression d'âge, comme pour faire reposer une série de dents, là on revient dessus, et le cas des 70 ans. Est-ce que tu as déjà vu au travers, toi, de travaux sur la régression, des éléments qui ramenaient dans un état avant un pathos ou une problématique, ou avant l'âge, ou avant quoi que ce soit? Est-ce que tu as vu quelque chose d'objectif dans l'expérience subjective de la régression? Objectif, c'est très difficile à dire. C'est vrai que quand on fait remonter au moment avant que le problème a commencé, psychiquement, oui, on peut dire, ah, mais à ce moment-là, c'est vrai, je n'avais pas peur des souris, par exemple. Ça a dû commencer après, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas peur. Donc là, il y a vraiment une connexion, mais ça, c'est psychique. Ça, c'est nos attitudes, nos croyances, nos émotions. Mais retrouver un état physique, je ne sais pas comment on pourrait vraiment, on peut le ressentir. Souvent, après une régression à un très jeune âge, moi, je me sens plus jeune, plus énergétique, etc. Mais c'est juste une sensation. Mais est-ce que ça change vraiment au niveau des cellules de mon corps ou au niveau de la régénération? Évidemment, je ne peux pas dire. Ouais, je suis en train de réfléchir là j'ai un cas, mais alors là encore, hein, on parle de cas, on parle d'un petit élément qu'on a vu à un moment. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner quelqu'un qui est hémiplégique, donc il ne peut pas bouger la moitié du corps, et il a eu un accident de bécane, un accident de moto. On travaillait un peu ensemble et son but était de voir si on pouvait éventuellement faire quelque chose sur le bas du corps. Donc on était vraiment dans l'expérimental, hein. Il était tout aussi curieux, c'était un hypno. Il dit bah peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose, sachant que il vivait quand même, comme il dit, il a eu du mal à s'habituer à son fauteuil et tout ça, mais tu sentais le gars bien dans sa tête. Les années dures, entre guillemets, étaient passées, il avait accepté certains trucs, mais il m'avait dit bah, est-ce que tu penses que si on travaille en ultra-DEPS, donc ultra-DEPS, c'est un travail qu'on appelle l'état Sickort. C'est Sickort qu'il avait découvert, c'est associé à un état hypnotique très profond. Globalement, on ne va pas faire plus loin que ça, mais c'est un état particulier. Et Sickort vendait l'idée que c'était un état qui régénérait. Donc là, on revient à ce qui nous intéresse avec José, hein, qui régénérait le corps, les cellules, etc. etc. Bon, j'ai fait plein de tests dessus. Je ne sais pas. Par contre, et là, je suis complètement comme Lee, quand moi je le fais sur certains trucs, parce que moi souvent je suis bien esquinté avec les sports de combat, je ressors de certaines séances, j'ai plus aucune douleur, mais du tout. C'est-à-dire, elles ne reviennent pas. C'est pas, elles vont revenir après. Ça va. Et il y a des moments, pas du tout. Il y a des moments, ça ne marche pas. Bon. Il y a des moments, je répète plein de fois, donc au bout d'un moment, ça va, mais je ne sais pas si c'est le temps que j'ai passé. C'est-à-dire, ça fait 2 semaines que je le fais, donc automatiquement, mon corps il va mieux. Mais il y a des moments, effectivement, un peu comme en SDL, disparition des trucs, mais le symptôme ne revient pas. Donc ça varie. Mais là, on était sur autre chose. C'était est-ce que on peut, alors que la colonne a été sectionnée, hein,
la moelle épinière a été sectionnée. Est-ce qu'on peut refaire quelque chose? Bon, on n'était pas hyper en attente de trucs de folie, mais vu qu'on était tous les deux curieux, on s'est dit, allez, vas-y, on va tenter. Donc, mise en état d'ESDEL, mise en état SICORT, donc un parallèle à l'ESDEL, et on a fait, c'est un ancien boxeur, et je lui dis, vas-y, régression. Souviens-toi quand tu donnais des coups de pied, souviens-toi les sensations du sol, souviens-toi tout ça. On a fait ça pendant une quarantaine de minutes. Et à un moment, sa jambe bouge. Alors, mouvement réflexe. Hein, parce qu'on a regardé, après on s'est dit, attends, c'est sectionné, ça ne devrait pas fonctionner. Bouge un peu, et je crois que ça va bouger 2-3 fois. Et il me dit, je sens quelque chose. Là, c'est une vision subjective, on est bien d'accord. Intéressant. Donc, du coup, on est parti sur ce postulat-là. Alors, je te dis, attends, je suis pas sûr en fait que ça a été sectionné. J'ai plus envie de te dire de bêtises. Mais en tout cas, il était hémiplégique et il pouvait plus bouger. Après, le exact du symptôme, je ne sais plus. Mais du coup, ça a fait que lui, ça l'a motivé, juste cette session-là, à aller se mettre un truc en Suisse à impulsion électrique pour éventuellement redonner au niveau du corps une impulsion électrique qui pourrait éventuellement refaire bouger. Là encore, c'est des hypothèses, c'est des tests. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Et ça avait un peu modifié les choses, c'est-à-dire qu'il commençait à sentir un peu les impulsions, plus le travail qu'il avait fait en hypnose, donc dite de régénération, au travers de la régression, là on reste sur notre thème, avait aidé un petit peu. Alors, il ne marche pas, ça bouge très 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 rarement, mais il a un peu la sensation de temps à autre au niveau des pieds, même si c'est minime. C'était intéressant comme notion. Et on était vraiment parti sur le principe régression. Souviens-toi du moment où tu étais dans une salle de boxe et où tu faisais des enchaînements et tu donnais, c'est de la boxe pied-point, des coups de pied. Et là, on avait eu quelque chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant. De là à dire, on a régénéré quoi que ce soit, mais dire un élément régressif peut objectivement nous faire revivre quelque chose, une mémoire musculaire, un élément X ou Y, ça c'était plutôt bluffant, amusant. Maintenant, ça l'a pas transformé ou transcendé, mais c'était juste pour dire, ouais, il est possible que des éléments régressifs puissent faire vivre quelque chose à un corps qui pourtant, normalement, sur le papier, ne devrait plus fonctionner vu qu'il est hémiplégique à ce moment. Toi, ça c'est une expérience qui était intéressante. Super intéressant. Oui, bravo. Hein, même si c'est juste, ils sentent quelque chose et ça bouge. Avant, il n'y avait strictement rien, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est ça. Mais on parle souvent de comment Milton Erickson a dû travailler lui-même sur son corps. Il était au lit, il avait la polio en anglais. Polio. Et il a travaillé pour pouvoir bouger. Et j'ai entendu dire quelque part, je ne sais plus, qu'il travaillait sur la mémoire musculaire. Est-ce que tu sais si c'est à peu près la même chose? Ouais, j'ai lu la même chose. Après, je ne sais pas du tout si c'était sur le même fonctionnement. Par contre, là, tu vois, tu me fais rebondir sur un autre truc. Toujours sur la même chose, la régression, le travail de transe, la visualisation. Un jour, il faudrait que je retrouve, j'ai fait une émission télé, entre guillemets, qui n'est pas passée à la télé, mais qui était pour une école de télévision. Ils nous ont fait aller sur un plateau, etc., etc. C'était pour eux leur cours. Ils devaient faire une émission, comme si ça passait sur France 2 ou autre. Il y a un monsieur qui était là, qui a écrit un bouquin, je crois même qu'il y a eu un film de sa vie. C'était un monsieur qui était... ça te parle, le scaphandre, attends, handicap. Il ne pouvait plus bouger. Tu sais, il avait un truc où il était enfermé dans son corps et son corps ne répondait plus. Oui, il était... mais c'est comme s'ils sont prisonniers dans leur tête. Et il a trouvé un moyen de communiquer, je crois, en clignant les yeux. Oui. Scaphandre, c'était dans le titre. Papillon et scaphandre, non? Exactement, c'est ça, c'est scaphandre et papillon. Et ça s'appelle le locked-in syndrome. Voilà, locked-in syndrome, oui. Donc, en gros, c'est c'est ça, Jean-Dominique Bobby.
Donc, il a écrit un bouquin, etc., etc. Oui. Et en gros, nous raconte ses premiers moments donc, du locked-in syndrome. Il décrit des souvenirs proches, sa paralysie, etc., etc. Le fauteuil, il n'a jamais vu autant de blouses blanches, blabla. Bon, Alors, tu l'as rencontré dans cette émission. Ouais, j'avais rencontré dans cette émission cet homme-là et il expliquait en fait comment au fur et à mesure, alors après il y a eu plein de choses, hein, il a rêvé, il y a eu des trucs avec des anges gardiens, bon bref, mais il expliquait en gros que il avait énormément, il s'était vraiment posé à visualiser, à se souvenir comment son corps réagissait à certains moments et a réussi, lui en l'occurrence, vu qu'il a réussi à sortir de cette problématique. Mais je ne sais pas si c'est exactement cet homme-là, mais il avait le même problématique, parce que là, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il avait la même problématique que cet homme-là en tout cas, tu vois. Et il était sorti de ce locked-in à un moment donné. Et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que vu que moi je parlais d'hypnose, bah, il reprenait certains éléments, il disait ah, bah, moi j'ai fait ça. Et je disais bah, nous c'est ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Il parlait à ce moment-là. Oui, là c'est pour ça. Je pense que c'est pas ce non, l'auteur est déjà mort pendant qu'il était toujours locked-in. Mais tu as trouvé quelqu'un qui a pu sortir. Exactement. Alors, je pense qu'il n'avait pas au même degré ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il expliquait qu'il était vraiment arrivé à quelque chose au travers de la visualisation, au travers du travail. Donc, toi, ça nous ramène aussi à Milton Erickson, à cet homme-là. Là, franchement, j'ai plus le nom. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on reste sur l'idée de chercher au travers du travail régressif, au travers du travail de visualisation. Et souvenez-vous, dans la méthode Silva, le mot visualisation, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il est issu de quelque chose qui a été vécu. Donc, la visualisation, si on reprend la logique Silva, la visualisation est régressive. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Dans la notion de José, on ne visualise factuellement qu'un élément régressif, vu qu'on est en train de reprendre quelque chose qu'on a déjà vécu. Oui. Et ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder. C'est-à-dire que là, il met en avant la régression, mais le travail que vous faites en visualisation quand vous êtes en alpha, c'est un travail régressif. Et après, n'oubliez pas, l'état progressif, c'est l'imagination. L'état créatif, c'est l'imagination. Donc, on a vraiment cet élément qui peut être intéressant à prendre en compte, se dire quand on visualise, et là on revient sur des mots que nous on connaît en hypnose et en PNL, hein, vous allez visualiser des ressources. Les ressources étant l'ensemble des version Silva, des points de référence que vous avez vécu, que vous avez ressenti, perçu. Donc après, on peut être visuel, auditif, kinesthésique, etc. Oui. Et que vous allez réexploiter au maximum. Vous pouvez envoyer sur le miroir de l'esprit, vous pouvez l'envoyer sur dans votre laboratoire, vous pouvez faire ce que vous voulez pour tenter, chercher à réactiver. Alors là, on pourrait réutiliser un autre mot hypnotique, réactiver un ancrage ou un pattern qu'on aurait vécu par le passé. Parce que si je revisualise, c'est que je fais admettre à mon cerveau que je l'ai déjà vécu, vu que ce n'est que un retour d'expérience de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas un point de vue d'imagination. C'est pas me dire, c'est pas ce qu'on appelle une futurisation, c'est-à-dire, c'est pas demain, je vais réussir à, je sais pas, rebouger mon bras. C'est, je me souviens, je visualise mon bras qui bougeait. C'est assez différent. D'un côté, on va avoir l'aspect qui, pour moi, est très thérapeutique. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit en hypnose, d'aller rechercher les ressources et de rappeler à ton corps qu'il est capable d'eux. Bon, on reprend l'exemple que tu donnais sur les phobies. J'étais capable de rouler sur mon autoroute ou j'étais capable de caresser les chiens quand j'étais petit. Je visualise les moments où je touchais un chien ou les moments où j'allais sur l'autoroute. Donc, je fais une régression. Je fais une revivification le plus possible, ou en tout cas, je tente d'intégrer le plus possible cette notion-là. Donc, je redéclenche un pattern, c'est-à-dire un modèle automatisé. Quand j'étais petit, je ne me posais pas la question si le chien allait me mordre ou pas, parce que j'aimais bien les chiens et j'avais un chien et je lui faisais des papouilles. Ou je venais d'avoir mon permis et moi, je voulais juste conduire à l'autre bout du monde, donc je conduisais à longueur de temps et ça ne me posait pas de problème.
Je le vis complètement, je réactive quelque chose. Et au travers de ça, on peut se dire et attendre que cette notion-là, et on va réutiliser le mot régénérer, on pourrait régénérer ou régénérer, en l'occurrence, pas régénérer, mais régénérer, générer à nouveau un pattern, une possibilité dans cet ici maintenant, avec mon point de référence qui devient une réalité de mon ici et maintenant. Et là, on a ce qu'on fait en fait sans y réfléchir quand on fait la plupart du temps nos exercices en Silva. Et l'élément qu'on rajoute, c'est l'élément de régression qu'on ne nomme pas quand on fait la méthode Silva, mais que là, il ne fait que de mettre en avant et qui pourrait nous dire, on régénère une activité, une action, un pattern au moins psychique qui peut avoir des conséquences physiques, biologiques, etc. Ça semble cohérent ce que je dis, Elie? Très, oui. Donc, ça peut être un élément à prendre en compte et ça peut nous permettre, nous, de peut-être moins de voir la régénération comme notion qui revient à un niveau d'avant, mais une régénération, remettre en œuvre quelque chose à partir de là où on en est, au travers du déclenchement de souvenirs, sensations, émotions, etc., qui pourraient impacter le mental et ou le corps. Oui, ça, mon point de vue de croyance, ça c'est plus facile à accepter comme quelque chose de logique. Ouais. Pendant que remonter et se régénérer parce qu'on devient plus jeune, ça c'est un peu wou-wou quand même. Moi, je sais que c'est mais c'est une bonne façon de l'expliquer. C'est beaucoup plus facile à accepter et ça donne envie justement de pratiquer. Exactement. Tu vois, en fait, moi, j'ai toujours un problème avec le côté wouhou, où parfois j'ai l'impression que c'est un peu ça arrivera quand ça arrivera, et puis demande et le ciel t'offrira, tu vois. Demande et le ciel t'aidera. Alors que moi, je suis plutôt à dire, tu peux toujours demander, hein, mais bouge-toi le popotin, parce que vaut mieux que tu fasses des actions, que tu t'engages vers quelque chose, que tu mets en place un effort, parce que même si ça n'a pas réussi, tu auras acquis quelque chose. Ne serait-ce que, à nouveau, l'action, l'effort, etc., etc. Et au moins, on a quelque chose d'hyper concret, alors que parfois, le wouhou, j'ai l'impression que ça vient comme ça, genre coup de bol, wouhou, tu as bien visualisé, c'était le bon moment, youpi, la vie est avec toi. Alors que moi, je suis plutôt en train de faire, on structure, et après, on voit ce qui est possible. Là, on est dans un état d'accueil potentiel. Mais après, les deux sont bons, c'est juste, moi, je suis un peu obtus comme garçon. Non, je trouve ça normal, hein, parce que si tu veux quelque chose qui semble être totalement contre ton sens de logique ou ce qui est raisonnable, tu ne vas pas te sentir vraiment très motivé pour le faire. Donc, si tu peux trouver une explication qui a un sens rationnel, moi, je trouve que c'est très, très précieux parce que ça vous donne le droit de l'appliquer parce que tu es motivé, parce que c'est possible. C'est pour ça que, parce que quand je parle de la loi d'attraction, je dis carrément aux gens, je vais vous donner deux explications. Une qui est carrément physique et je parle du système réticulaire d'activation et un qui est plutôt métaphysique. C'est souvent donné justement quand on fait du channeling, etc. Mais on peut prendre la signification, l'explication qu'on veut. Mais l'important, c'est que est-ce que les gens sont capables d'accepter l'idée que oui, ça vaut la peine quand même de pratiquer. Exactement. Le but de tout ça, en fait, qu'importe, là on revient sur la notion de croyance, un désir, croyance, attente positive, et les trois. La croyance, elle peut être une croyance irrationnelle ou une croyance rationnelle. L'important, c'est qu'il y ait une croyance. C'est que cette croyance puisse développer un désir ou que le désir puisse développer une croyance, l'un ou l'autre. Mais, et une action, donc attente positive, n'oubliez pas, l'attente positive dans le principe Silva, c'est pas j'attends, c'est je me bouge les fesses pour aller faire quelque chose et je reste ouvert sur l'ensemble des feedbacks, des conséquences qu'il peut y avoir en me disant, je prends en compte peut-être que si je ne regarde pas correctement, je passerai à côté du retour de l'action que j'ai mis en place.
On va s'arrêter là, on va dans cette première partie. Donc, si déjà vous avez des questions et des remarques sur tout ça, si vous avez des expériences de régénération ou de régénération, n'hésitez pas à les partager sur Facebook et YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, merci Lee. À tout de suite. Tout de suite.